Quand la porte automatique du métro s'est refermée à Bastille, j'ai vu mon reflet dans la vitre et j'ai pensé que j'avais l'air d'une alerte incendie oubliée dans un couloir. Le wagon sentait le fer chaud, le parfum bon marché et le croissant écrasé au fond d'une poche. Un violoncelliste jouait « Ne me quitte pas » avec le courage de quelqu'un qui n'avait même pas de ticket. Je respirais profondément, mesurant la ville à la distance entre deux affiches de crème anti-âge. Sur l'écran, un panneau clignotait « Château de Vincennes », comme s'il annonçait une sortie qui n'était pas la mienne. Les lumières fluorescentes dessinaient des lignes dures sur mon visage fatigué. J'avais 70 ans et une question qui me rongeait comme un ongle cassé. Jusqu'à quand Paris me permettrait-elle de recommencer sans me demander des excuses pour mon âge? J'ai serré la barre froide avec des doigts qui avaient déjà coupé la soie et la laine comme si c'était de l'eau. Et j'ai promis, là, au milieu des inconnus et de la hâte, que personne ne définirait ma fin à ma place. Le train a tremblé et a avalé le reste de ma promesse. Un enfant m'a tendu un autocollant représentant un renard qui souriait. Je l'ai collé sur mon téléphone, comme on colle un pansement là où personne ne regarde. « Vous allez bien, madame ?» m'a demandé une passante aux yeux bienveillants. J'ai souri de la bouche, mais mon estomac a répondu que non, pas encore. Je m'appelle Héloïse Maillard, fille d'une couturière de Rouen et d'un menuisier qui parlait avec ses mains. J'ai appris à tracer des patrons sur le sol de la cuisine, entre les casseroles et la farine. Rue du Faubourg Saint-Antoine, j'étais la main invisible qui donnait du tombé aux rêves des autres. Les clientes entraient avec des magazines, repartaient avec des robes qui promettaient une autre vie. Moi, je restais, ramassant les épingles, les fils, les silences. Je savais reconnaître une femme au bruit que faisait le tissu en touchant sa peau. Je savais où serrer sans blesser, ou lâcher sans trahir la forme. Je m'enorgueillissais de plier le temps en pli parfait. Les nuits étaient longues, mais la radio chantait Édith Piaf et les ciseaux obéissaient. Mon dos réclamait grâce, mais mon œil mesurait les millimètres avec foi. Quand je fermais l'atelier, Paris ressemblait à un manteau doublé, chaud de l'intérieur. Je pensais que le travail était une seconde carte d'identité. Que le talent avec la patience était un héritage qu'on ne pouvait me voler. Que le respect venait avec les années, comme un vin qui mûrit. Je ne savais pas qu'on préparait pour moi une autre vendange, acide et cachée. Le jour du licenciement sentait la pluie mal rincée et l'encre d'imprimante. Le directeur m'a appelé dans son bureau avec une politesse de funérailles. Une boîte en carton ouverte attendait déjà des noms qui étaient encore les miens. La maison a besoin d'énergie jeune, a-t-il dit, comme on offre de l'eau tiède. J'ai regardé mes mains et j'y ai vu les cartes de toutes les jupes que j'avais sauvées à la dernière minute. J'ai essayé d'argumenter avec mes résultats, mes clientes, mes délais respectés. Il a souri de la bouche mais pas des yeux, le sourire de ceux qui ont déjà décidé. Vous comprenez, Héloïse, c'est la nouvelle direction, et le mot « nouvelle » m'a coupé comme une lame glacée. J'ai signé des papiers qui tremblaient plus que moi. Les ciseaux qui avaient toujours été dans la poche de mon tablier pesaient désormais comme un secret. J'ai placé des fils, des aiguilles et la bobine rouge dans cette boîte. Je suis sortie dans la rue sous une pluie lente, comme si elle ne voulait pas interrompre les conversations. Paris est passé devant moi sans me reconnaître, comme si j'avais changé de nom. Un camion ramassait des sacs noirs d'ordures et j'ai eu envie d'y entrer avec. Dans la vitre d'une vitrine, mon reflet semblait chercher une porte qui n'existait pas. À la maison, Henri a servi du vin blanc comme s'il s'agissait d'un antidote. C'est le marché, Héloïse, ils veulent de l'agilité, des réseaux sociaux, des réels, a-t-il dit, mâchant ses mots anglais. J'ai voulu lui demander depuis quand nous étions mariés au marché et non l'un à l'autre. Mais j'ai préféré regarder les bulles dans le verre, qui montaient en essayant d'avoir l'air de fête. Il a parlé d'un nouveau projet, de voyage à Lyon, de réunion tardive. J'ai entendu le bruit des couverts frappant l'assiette comme on entend une horloge se briser. Tu pourrais te reposer un peu, profiter de la vie, a-t-il proposé, comme on offre des restes. J'ai reposé le verre sur la table et senti le froid du bois ancien. La cuisine me semblait plus petite, comme si j'avais grandi d'un coup. Henri a touché mon épaule avec la précaution d'un touriste dans un musée. J'ai souri de toutes mes dents pour qu'il arrête de regarder ma date de péremption. Il a dit qu'il m'aimait, mais la phrase s'est arrêtée avant d'arriver. Il y avait des miettes de pain sur la table, comme de petites cartes de fuite.
Je lui ai demandé s'il croyait en moi, en ma capacité de recommencer. Il a détourné les yeux vers la cuisinière et la flamme a vacillé, comme une réponse. Les semaines suivantes, j'ai passé des entretiens qui ressemblaient à des épreuves d'endurance. À Montparnasse, un jeune en hoodie m'a demandé si je savais utiliser Figma. J'ai répondu que j'avais fait entrer des robes dans des corps qui avaient changé après toute une vie. Il a noté, non, avec la conviction de quelqu'un qui n'a jamais été embrassé par un tissu. À Sentier, quelqu'un m'a dit que mon CV sentait la naphtaline. J'ai expliqué que c'était de la lavande, un souvenir de ma mère gardé dans des tiroirs propres. Ils ont ri sans cruauté, mais ils ont ri, et c'était suffisant pour blesser. Nous reviendrons vers vous, ont-ils écrit par email, comme on promet l'été en novembre. Pôle emploi m'a donné des brochures avec des visages souriants qui semblaient être des acteurs d'une mauvaise comédie. J'ai assisté à une conférence sur les opportunités seniors, dans des chaises qui grinçaient. Une femme en blazer saumon a parlé de pivoter avec légèreté. Moi, je voulais juste un sol qui ne bouge pas quand je marche. Au café du coin, j'ai commandé un noisette et j'ai reçu un regard impatient. Autre chose, a demandé le serveur, annonçant mon inutilité en sous-texte. J'ai répondu que oui, que je voulais retrouver la sensation d'être utile à quelque chose. Au marché de la rue Oberkampf, j'ai entendu le monde donner son avis sur moi sans me connaître. Ma mère veut retravailler, mais elle a déjà 72 ans, c'est abusé, disait une jeune femme au téléphone. J'ai passé ma main sur une courgette comme on caresse un chat perdu. La marchande m'a appelé chérie et a mis des tomates en plus dans mon sac. Vous avez les yeux de quelqu'un qui va faire une folie magnifique, a-t-elle dit en riant. La phrase est entrée en moi comme une petite lampe qui s'allume. Mais derrière moi, 2 adolescentes ont chuchoté, trop vieille, c'est dommage. Le mot, vieille, s'est accroché à mon manteau comme une odeur de friture. J'ai payé mes courses comme on paie un péage pour continuer à respirer. Sur le chemin du retour, la pluie s'est transformée en bruine et la ville s'est dessinée au crayon gris. Les vitrines reflétaient des versions de moi que je ne savais plus porter. J'ai monté les escaliers de mon immeuble en comptant les marches comme on compte les jours. Au palier du 3e étage, une affiche de yoga pour « Femmes mûres » m'attendait. J'ai souri à cette invitation, avec une nostalgie que je n'ai pas su nommer. J'ai ouvert la porte de l'appartement et le silence m'a accueilli sans cérémonie. Le silence a des textures, j'ai découvert. Celui de ma chambre ressemblait à du feutre, lourd et discipliné. Celui du salon, à du lin épais, rêche sur les genoux de l'après-midi. Celui de la cuisine, à du tulle, se déchirant facilement quand les souvenirs passaient par la fenêtre. Au milieu de tout cela, j'ai posé la boîte du licenciement sur la table. J'en ai sorti les ciseaux, les épingles, le mètre taché de café. J'ai tout étalé comme des cartes de tarot que je pouvais lire moi-même. Ma mère disait que les ciseaux héritaient des peurs de celles qui les utilisaient. J'ai passé mon doigt sur la lame et j'ai senti le froid siffler. J'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai pris un vieux cahier à couverture cartonnée bleue. C'était celui de ma grand-mère, Claire, qui brodait des rosaces d'église en chantant. Les pages sentaient le grenier et l'anis. Entre les dessins de points, il y avait des phrases courtes comme des ordres de campagne. Quand on t'appelle vieille, demande combien de vies ils ont déjà cousu. J'ai refermé le cahier comme on range une pièce d'or dans sa poche. C'est alors que le téléphone a vibré avec un nom que je ne voulais pas voir. Camille, ma fille, m'envoyait un lien pour un cours rapide de réseaux sociaux. J'ai ouvert avec prudence, comme on ouvre une porte dans une chambre obscure. L'annonce montrait des influenceurs dansant avec des formules magiques. J'ai répondu avec un simple emoji, sans courage, et je me suis détestée pour ça. Camille a appelé et m'a demandé si j'étais ouverte à me recycler. Je suis ouverte à me respecter, ai-je dit, et l'appel est tombé dans un tunnel. J'ai pleuré sans bruit, comme il pleut sur des vieilles tuiles. L'interphone a sonné et j'ai sursauté, revenu brutalement dans mon corps. C'était Aïcha, ma voisine du 5e, apportant une soupe de carottes et gingembre. Ça sent la maison, a-t-elle dit en entrant avec le vent dans ses manches. Nous avons parlé de tout et de rien, comme 2 exilés du même pays. Elle m'a montré des photos de sa mère cousant à Rabat, des fils qui parlaient avec d'autres fils. J'ai senti que des mondes pouvaient être reliés par une bobine.
Quand Aïcha est partie, la soupe était encore chaude, et mon cœur, moins froid. Les jours suivants, j'ai appris que le silence n'est pas vide, mais rempli d'échos. Le matin, en ouvrant les volets, la lumière entrait comme une visiteuse indésirable. Le parquet craquait comme pour me rappeler que j'étais encore là, malgré tout. Je passais mes doigts sur les coutures des rideaux, cherchant une vérité cousue dans les plis. Les voisins partaient travailler, leurs pas résonnaient dans l'escalier comme des tambours. Moi, je restais assise à la table, entourée d'objets qui semblaient se moquer de moi. La théière, témoin de tant de conversations, ne servait plus que de décoration. La pile de journaux, avec leurs titres criards, parlait d'un monde qui m'excluait. Chaque tic-tac de l'horloge était une gifle, rappelant les heures gaspillées. Je croyais entendre la voix de ma mère me dire de relever le menton. Mais mon menton, alourdi par l'âge, résistait à la fierté. J'ai écrit mon nom sur une feuille, juste pour vérifier qu'il m'appartenait encore. Je l'ai regardé longtemps, comme si c'était celui d'une étrangère. Je me suis demandé, est-ce qu'une femme à 70 ans a encore le droit de rêver ? La réponse ne venait pas, mais le silence me forçait à la chercher. Je sortais marcher dans les rues de Belleville, où les couleurs résistaient au gris. Les graffitis criaient des vérités que personne n'osait dire à voix haute. Des enfants couraient après un ballon, ignorant le poids des années sur mes épaules. J'écoutais leur rire comme on écoute une musique étrangère. Dans les vitrines, les mannequins affichaient des robes qui semblaient interdites à mon âge. Je me suis surprise à m'arrêter devant une boutique de danse. Un panneau annonçait « Cours de tango pour débutants ». J'ai senti mon cœur battre comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Mais ma main tremblante est restée collée à la vitre. À l'intérieur, des couples tournaient, portés par une musique ardente. Leurs pas dessinaient des cercles que je croyais interdits à mes jambes. Je suis restée là, figée, jusqu'à ce qu'une femme me remarque. Elle avait des cheveux argentés comme les miens, mais ses yeux brûlaient. Elle m'a souri, un sourire qui disait « Tu pourrais être là aussi ». J'ai fui avant qu'elle ne vienne ouvrir la porte. À la maison, je me suis mise à ouvrir les vieilles boîtes que j'évitais. Elles sentaient la poussière et l'anis, comme les souvenirs de ma grand-mère. Chaque photo me ramenait une version de moi que j'avais oubliée. Moi, à 20 ans, dans une robe trop large, tenant Camille bébé. Moi, à 30 ans, les mains tachées de craie, dessinant des patrons dans l'atelier. Moi, à 40, riant fort dans une cuisine pleine d'amis. Moi, à 50, posant devant la boutique rénovée, fière comme une reine. Et moi, à 70, maintenant, cherchant la clé de la suite. J'ai pleuré sans honte, laissant les larmes laver la poussière des images. Puis j'ai pris un cahier vierge et écrit en grosses lettres. Ce qui commence ici n'a pas d'âge. Les mots me semblaient étranges, presque arrogants. Mais ils vibraient sur la page comme une promesse faite au futur. Je les ai entourés de rouge, comme une cicatrice qu'on transforme en symbole. Et je me suis dit que j'allais devoir les honorer. Un après-midi, Aïcha m'a invité à boire le thé chez elle. L'odeur de menthe fraîche m'a enveloppée comme une écharpe chaude. Elle m'a raconté comment sa mère, à 75 ans, cousait encore pour ses voisines. Elle disait que les mains ne vieillissent pas, seulement les regards des autres, m'a-t-elle confié. Ces mots m'ont traversé comme une flèche douce, mais précise. J'ai pensé à mes propres mains, couvertes de rides et de cicatrices d'aiguilles. Elles tremblaient parfois, mais elles savaient encore créer, encore tenir un fil droit. Aïcha m'a tendu une tasse en disant « Tu devrais enseigner ce que tu sais ». Je l'ai regardée, incrédule, comme si elle venait de me proposer un voyage sur la Lune. Mais ses yeux ne plaisantaient pas, ils croyaient déjà à cette idée. Elle a ajouté « Nos jeunes filles ici auraient besoin d'une femme comme toi ». Mon cœur s'est serré, partagé entre peur et excitation. J'ai répondu que je n'étais pas sûre d'avoir encore la force. Elle a souri doucement, la force, on la trouve en marchant. Et son sourire est resté dans ma mémoire comme une lumière allumée. Le silence de mes soirées a commencé à changer de texture. Avant, il pesait comme du plomb, m'écrasant dans le fauteuil. Maintenant, il avait la légèreté d'un brouillon, comme si quelque chose se préparait. J'ai ressorti ma machine à coudre, posée depuis des années sous une housse grise. Quand je l'ai branchée, le ronronnement du moteur m'a donné des frissons.
C'était comme réveiller un animal endormi, fidèle malgré l'oubli. J'ai pris un vieux drap blanc et j'ai commencé à tracer des lignes. Le tissu sentait le savon ancien, mélangé à l'odeur de métal de l'aiguille. Chaque point piqué était une pulsation de vie retrouvée. J'ai cousu jusqu'à ce que la lampe de bureau vacille. À la fin, ce n'était qu'un rectangle de tissu maladroit. Mais c'était le premier pas, la preuve que mes mains savaient encore. Je l'ai plié soigneusement, comme un trésor fragile. Puis je l'ai posé sur la table, au centre, comme un drapeau blanc. Un drapeau qui ne signifiait pas abandon, mais renaissance. Les jours suivants, j'ai commencé à observer les détails différemment. Dans la boulangerie, la boulangère m'a demandé si j'avais changé quelque chose. Je n'ai pas répondu, mais j'ai souri en serrant la baguette encore chaude. Au parc des Buttes-Chaumont, j'ai regardé les joggeurs passer. Leur souffle rapide me rappelait que l'effort n'a pas d'âge. Je me suis assise sur un banc, caressant le bois froid sous mes doigts. J'ai observé les pigeons picorer avec une patience infinie. Et j'ai compris que même eux recommençaient chaque jour à zéro. Cette idée m'a réconforté plus qu'un discours de motivation. J'ai fermé les yeux et respiré l'air humide des arbres. Un parfum de terre mouillée m'a envahi, presque sucré. J'ai entendu une vieille chanson de Charles Aznavour dans un café voisin. Les notes semblaient me dire « Lève-toi, Héloïse, tu n'es pas finie ». Je me suis promis de revenir le lendemain avec mon cahier. Et d'écrire ce que je voyais, pour ne plus oublier. Un soir, Camille est passée à l'improviste, avec un air inquiet. Elle a trouvé la machine à coudre ouverte, le tissu étalé. « Tu recouds encore ?» a-t-elle demandé, mi-surprise, mi-sceptique. J'ai répondu simplement « Oui, je recommence ». Elle a haussé les épaules, mais ses yeux brillaient malgré elle. Elle m'a dit que son ami cherchait quelqu'un pour donner des ateliers aux jeunes. Mon cœur a bondi, mais ma voix a chuchoté « Je ne suis pas prête ». Camille a posé sa main sur la mienne, chaude, ferme. « Et tu le es plus que tu ne crois ?» a-t-elle dit doucement. Puis elle est repartie, me laissant seule avec la résonance de ses mots. Je me suis regardée dans le miroir du couloir. Mes cheveux blancs brillaient sous la lumière jaune. Mes rides racontaient 1000 histoires que personne ne pouvait effacer. Et j'ai murmuré, peut-être que je suis prête après tout. Le silence a souri avec moi. Mais chaque renaissance porte aussi ses ombres. Certains soirs, la peur revenait comme une vieille habitude. Je me disais que j'étais ridicule, que personne n'écouterait une vieille femme. Je voyais les regards de ceux qui me disaient déjà « trop tard ». Leur voix se glissait dans mon oreille, acide, insistante. Mais alors, je pensais à la phrase de ma grand-mère. « Vieille ? Combien de vies ont-ils cousu, eux ?» Et je serrais mes ciseaux comme une arme silencieuse. Je les plantais dans le tissu, non pour détruire, mais pour transformer. Le bruit sec de la lame était ma réponse à leurs doutes. Je cousais comme on respire, comme on lutte. Chaque point me rapprochait de quelque chose que je ne voyais pas encore. Mais que je sentais venir, comme une tempête douce. Et au milieu de cette tempête, une certitude naissait. Je n'étais pas fini. J'étais en train de recommencer. Le matin où tout a basculé, je buvais un café noir sur ma table de cuisine. Le téléphone vibra, et je vis un nom que je n'avais pas lu depuis longtemps, Baptiste. Un ancien collègue, discret, mais observateur. J'ouvris son mail avec une prudence glacée, comme on soulève un couvercle brûlant. À l'intérieur, il y avait des messages transférés, preuve d'une trahison. Mon ancien directeur et Henri échangeaient sur moi, comme on marchand d'un vieux meuble. Elle n'a plus le rythme, il faut profiter de la réorganisation, écrivait l'un. Ne t'inquiète pas, je la convaincrai d'accepter le repos, répondait Henri. Chaque phrase était une lame fine qui entaillait mes années de loyauté. Je sentis un goût métallique envahir ma bouche, celui de la colère. Paris dehors semblait soudain s'arrêter, suspendu. J'ai lu et relu, incapable de croire que mon mari participait à ma chute. Il n'avait pas été un spectateur impuissant, il avait été complice. Les murs de ma cuisine se rapprochaient, mes poumons brûlaient. Mais dans ce feu, une autre force est née, brutale, indomptable. Je me suis levée, j'ai enfilé mon manteau rouge, celui que je gardais pour les jours de bataille. Dans le miroir de l'entrée,
mon reflet n'avait plus rien de fragile. Mes rides semblaient des cicatrices de guerre, mes cheveux blancs des flammes. Je suis sorti dans la rue, porté par une rage qui réchauffait le froid de février. Les pavés de la place de la Nation résonnaient sous mes pas déterminés. Chaque visage croisé me paraissait complice du mensonge que j'allais déchirer. J'ai pris le métro, serrant le dossier imprimé que j'avais fait de ces mets. Mon cœur battait si fort que je croyais que tout le wagon l'entendait. À la station République, j'ai vu les affiches criant « Innovation, jeunesse, avenir ». Et j'ai souri amèrement, ils avaient oublié que l'avenir appartient aussi aux vieilles mains. Je me suis juré que cette humiliation ne serait pas enterrée dans le silence. Qu'ils allaient me voir, me craindre et peut-être, enfin, me respecter. Les portes s'ouvrirent, et j'ai senti l'air froid comme une gifle bienvenue. Je marchais plus droite que je ne l'avais fait depuis des années. Et chaque pas était une déclaration de guerre. Je me suis rendu à l'atelier, celui qui m'avait jeté dehors. La devanture brillait, rénovée, affichant une jeunesse artificielle. À l'intérieur, de nouveaux visages, jeunes, pressés, sans mémoire. Mais au comptoir, il y avait encore Sophie, une cliente fidèle de longue date. Elle m'a reconnu immédiatement, ses yeux se sont écarquillés. « Et Héloïse ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» a-t-elle soufflé, outrée. Je lui ai montré les papiers, les mets, les preuves du complot. Ses lèvres tremblaient, et elle s'est tournée vers les autres clientes présentes. Les murmures se sont multipliés, le bruit s'est étendu comme une traînée de poudre. Comment ont-ils osé ? Après tout ce qu'elle a fait ? Les regards se sont tournés vers le directeur, rouge comme une nappe tachée de vin. Il a bredouillé des excuses, mais personne n'écoutait. Pour la première fois, je n'étais plus invisible. J'étais le centre, la vérité incarnée dans une femme de 70 ans. Et je savais que je ne reviendrais plus jamais en arrière. Les clientes se sont révoltées. Elles parlaient haut, exigeant qu'on me rende ma place, qu'on reconnaisse mes années. Vous l'avez exploité puis jeté comme un chiffon, cria une femme en tailleur. Le directeur, acculé, transpirait sous les néons. Il a tenté de calmer la foule, mais les voix s'élevaient, plus fortes que lui. C'était un tribunal improvisé, avec moi au centre. Je n'avais pas besoin de me défendre, elle le faisait pour moi. Chaque parole prononcée était une caresse sur mes blessures. Je sentais ma dignité revenir, pas à pas, souffle après souffle. Le directeur a finalement murmuré, « Nous pouvons discuter d'un retour. » Mais je l'ai interrompu d'un geste ferme. Non. Je ne reviendrai pas dans une maison qui m'a trahi. Un silence lourd a suivi, brisé seulement par le bruit d'une chaise qu'on repoussait. Je me suis tourné vers les clientes, et elles ont applaudi. Un tonnerre d'applaudissements, qui a secoué mes entrailles. En sortant de l'atelier, le soleil m'a frappé comme une bénédiction. Je tenais mes papiers serrés contre ma poitrine, mais je n'avais plus besoin d'eux. La justice avait été rendue, non par les tribunaux, mais par la vérité exposée. Je respirais profondément, sentant l'air frais remplir mes poumons fatigués. Les passants me regardaient sans comprendre pourquoi je souriais. Mais à l'intérieur, je savais, j'avais renversé la honte sur ceux qui me l'avaient imposée. Henri m'attendait à la maison, ignorant encore ce qui venait d'exploser. Quand je suis entré, il m'a accueilli avec un air faussement inquiet. « Alors, comment ça va aujourd'hui » demanda-t-il. J'ai posé les papiers sur la table, devant lui. Son visage a pâli, ses mains ont tremblé en reconnaissant ces mots. « Et tu m'as trahi » ai-je dit simplement, d'une voix calme mais glaciale. Il a commencé à balbutier, mais je n'écoutais plus. Je l'ai regardé longtemps, comme on regarde un étranger. Et dans ce silence, il a compris que quelque chose s'était brisé pour toujours. La confrontation dura des heures. Il tenta d'expliquer, d'atténuer, de justifier. Mais chaque phrase tombait dans le vide, écrasée par le poids de sa lâcheté. Je l'écoutais avec une distance glacée, comme si j'étais déjà ailleurs. À un moment, il a murmuré, « Je voulais seulement ton bien. » Je me suis mise à rire, un rire sec, presque cruel. « Mon bien ? En me volant ma dignité ?» Son silence fut sa seule réponse. Je me suis levée, j'ai rangé mes ciseaux dans leur étui. Et je les ai posés sur la table, entre nous, comme une frontière invisible.
À partir d'aujourd'hui, je décide seul de ma vie, ai-je déclaré. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Le mariage n'était plus qu'une coquille vide, et je le savais. Mais au lieu de pleurer, je sentais un soulagement monter en moi. Comme si je venais de couper le fil d'une corde qui m'étranglait. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Henri errait dans l'appartement comme une ombre inutile. Moi, je me levais chaque matin avec un objectif nouveau. Je triais mes tissus, je notais des idées, je dessinais à nouveau. Je recevais des appels de clientes qui voulaient me soutenir. Certaines proposaient même de m'aider à ouvrir un petit atelier à moi. Le monde, qui m'avait paru fermé, se fissurait. Et à travers ces fissures, la lumière entrait. Un soir, Aïcha frappa à ma porte avec un grand sourire. « J'ai parlé de toi à l'association du quartier. Ils veulent que tu viennes enseigner. » Mon cœur bondit, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas hésité. « Oui, ai-je dit, simplement. » Ce mot vibrait comme une victoire tardive mais puissante. Je savais que ce n'était que le début. Mais quel début glorieux, à 70 ans. Le premier jour où je suis entré dans la salle de l'association, mes jambes tremblaient comme si j'avais 20 ans. La pièce sentait la craie et le café chaud, les murs couverts de dessins d'enfants. Une dizaine de jeunes femmes m'attendaient, curieuses, méfiantes parfois. Leur regard questionnait, qu'allait leur apprendre cette vieille dame aux cheveux blancs? Je posai mes ciseaux sur la table comme on dépose un drapeau. Puis j'ai commencé à parler, doucement, de tissus, de patience, de détails invisibles. Elles m'écoutaient, et peu à peu, leurs yeux se sont éclairés. Je leur ai montré comment tenir une aiguille sans peur, comment écouter la musique d'une machine à coudre. La salle se remplit du cliquetis régulier des poings, comme un cœur discret. Ce son, que j'avais cru perdu, me revenait plus pur que jamais. Je sentais mes mains redevenir vivantes, mes rides disparaître sous l'élan. À la fin, une jeune fille m'a dit, « Vous ne nous enseignez pas la couture, madame, vous nous enseignez la vie. » J'ai souri, et j'ai senti que mon existence venait de changer encore une fois. Car pour la première fois, je n'étais plus seulement une ouvrière, ni une femme trahie. J'étais un guide, et cela n'avait pas d'âge. Les semaines passaient, et chaque cours devenait une petite victoire. Les filles arrivaient avec des tissus colorés, des idées folles, des rêves cousus de lumière. Je les voyais se transformer, prendre confiance, se redresser comme des fleurs après la pluie. Certaines venaient de familles brisées, d'autres cherchaient simplement une main tendue. Moi, je leur donnais ce que mes propres années m'avaient appris, la rigueur et la tendresse. Je racontais mes erreurs, mes succès, mes humiliations. Elles riaient, elles pleuraient parfois, mais elles écoutaient toujours. Un jour, l'une d'elles m'a serré dans ses bras et a murmuré, « Merci de croire en nous. » Ces mots ont traversé mes os comme une guérison que j'attendais depuis trop longtemps. Je ne pensais plus à Henri, ni à l'atelier qui m'avait rejeté. Je ne pensais plus aux affiches de jeunesse éternelle dans le métro. Tout cela s'était effacé dans le bruit léger des aiguilles et des rires. Chaque soir, je rentrais épuisé mais pleine, comme après une fête intérieure. Mon appartement, jadis rempli de silence de plomb, vibrait maintenant de souvenirs neufs. Et je savais que je venais enfin de retrouver ma maison, non pas dans des murs, mais dans une mission. Un soir d'été, alors que le ciel de Paris s'embrasait de rouge et d'or, j'ai reçu une invitation. Une ancienne cliente, Sophie, avait parlé de moi à un journaliste local. Il voulait faire un article sur cette couturière de 70 ans qui transformait les vies. Je riais d'abord, incrédule, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais le lendemain, un jeune homme frappa à ma porte avec un carnet et un sourire. Il m'écouta pendant 2 heures, prenant des notes sur chaque mot. Je lui parlais de ma mère, de ma grand-mère, des femmes oubliées qui m'avaient précédée. Je lui parlais de l'humiliation, de la trahison, et de la renaissance. Quand l'article parut, une photo de moi, tenant mes ciseaux, occupait la une d'un supplément culturel. Le titre disait « À 70 ans, elle recoue sa dignité et celle des autres ». J'ai pleuré en lisant ces mots, non de tristesse, mais d'une fierté neuve. Les appels ont afflué, des associations, des écoles, des clientes anciennes. Je réalisais soudain que ma voix portait plus loin que je n'aurais jamais cru. Et je compris que parfois,
la justice ne se rend pas seulement dans les tribunaux. Elle se rend dans les regards qui vous reconnaissent enfin. Henri, lui, était devenu une ombre de plus en plus pâle dans ma vie. Il tentait parfois de me parler, mais ses mots sonnaient creux, épuisés. Un soir, il osa me dire qu'il voulait réparer les choses. Je le regardai longtemps, et je répondis calmement, on ne recoud pas un tissu brûlé. Il baissa les yeux, comprenant que notre histoire s'était consumée. Je n'avais plus de haine, seulement une distance irrévocable. Je lui souhaitais malgré tout de trouver la paix ailleurs. Puis je tournai la page, définitivement. Mon énergie appartenait désormais à celle qui avait besoin de moi. À chaque cours, à chaque fil tendu, je sentais ma vie s'éloigner des regrets. Je n'étais plus une femme abandonnée, mais une femme debout. Les cicatrices restaient, mais elles avaient changé de couleur. Elles brillaient comme des broderies sur le tissu de mon existence. Et je remerciais chaque jour le destin de m'avoir donné une seconde chance. Même si elle avait mis 70 ans à frapper à ma porte. Les filles de l'association décidèrent d'organiser un petit défilé. Elles voulaient montrer au quartier leur création, fruit de leurs efforts. J'hésitais d'abord, craignant de trop m'exposer. Mais leur enthousiasme était un torrent auquel je ne pouvais résister. Nous avons travaillé des semaines entières, cousant tard dans la nuit. Les tissus se mélangeaient aux rires, aux confidences, aux chansons improvisées. Le jour venu, la salle municipale était pleine à craquer. Les familles, les voisins, même des inconnus curieux étaient venus. Quand les jeunes filles ont défilé, leur visage illuminait la pièce. Je les regardais, émue, comme une mère regarde ses enfants réussir. À la fin, elles m'ont appelé sur scène, me poussant presque. Les applaudissements éclatèrent, puissants, sincères. Je me tenais là, sous les projecteurs, les yeux brouillés de larmes. Et j'ai compris que je venais d'obtenir la plus belle revanche. Celle de transformer ma douleur en lumière pour d'autres. Dans la foule, j'aperçus des clientes de l'ancien atelier. Elles me saluaient avec un respect que je n'avais jamais senti auparavant. Certaines vinrent me serrer la main, d'autres me glissèrent des mots de gratitude. L'une d'elles murmura, « Vous êtes plus moderne que toute leur jeunesse réunie. » Je ris à travers mes larmes, touché par cette phrase inattendue. Le directeur de l'ancien atelier n'était pas là, bien sûr. Mais je savais que les rumeurs couraient vite dans Paris. Et cette absence était déjà une victoire silencieuse. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui m'avaient rejeté. Le monde avait vu de ses propres yeux que j'étais encore debout. Les filles m'entouraient, leurs sourires me portaient. Je sentais la chaleur de leurs bras, de leurs voix, de leurs rêves. C'était un moment suspendu, hors du temps. Un moment que même la vieillesse ne pourrait jamais effacer. Et je l'ai gravé dans ma mémoire comme un sceau éternel. Le lendemain, au marché d'Oberkampf, la marchande m'appela encore chérie. Mais cette fois, je ne baissai pas les yeux. Je relevai la tête et je lui souris, vraiment. Autour de moi, Paris brillait d'une lumière nouvelle. Les rues n'étaient plus des labyrinthes de solitude, mais des chemins d'avenir. Je marchais avec la lenteur fière de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Les passants ne savaient pas mon histoire, mais peu importait. Je savais, moi, que j'avais traversé l'abîme et que j'en étais sorti changé. Les bruits de la ville résonnaient comme une musique familière. Même le métro, avec ses affiches criardes, me paraissait moins hostile. J'avais cessé de chercher la validation extérieure. Je me contentais d'avancer, un pas après l'autre. Mes cicatrices étaient désormais mes médailles. Et ma dignité, recousue point par point, brillait plus fort que jamais. Paris m'appartenait à nouveau, et cette fois, pour toujours. Aujourd'hui, à 70 ans, je peux dire que j'ai appris une leçon. Ce n'est pas l'âge qui décide quand une vie est finie. Ce sont les rêves que l'on ose encore poursuivre. On m'a traité de vieille, d'inutile, de dépassée. Mais j'ai transformé ces mots en aiguilles, et j'ai recousu ma propre histoire. La justice n'est pas venue des tribunaux ni des excuses forcées. Elle est venue de la reconnaissance, de l'amour transmis, de la dignité retrouvée. J'ai compris que même les trahisons les plus amères peuvent devenir des semences. Qu'un cœur brisé peut se transformer en force tranquille. Et qu'une femme de 70 ans peut encore écrire un nouveau chapitre. À celles qui doutent, qui se sentent effacées par le temps, je dis ceci.
Votre vie n'a pas de date d'expiration. Vos mains, vos voix, vos rêves ont encore 1000 routes à emprunter. Et si un jour on vous demande si vous êtes trop vieille, répondez simplement. Non. Je suis éternelle tant que je continue à créer.